Et salut mes petits canards, vous êtes là parce que vous avez un problème de plomberie, votre eau froide coule doucement mais votre eau chaude coule normalement. Effectivement, c'est étonnant, vous êtes au bon endroit, la vidéo va démarrer dans un instant. Pour les autres, ceux qui ont participé au jeu concours de ce dépannage hier soir, je vous félicite. Évidemment, il y a un gagnant, il y a plusieurs personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Vous êtes très nombreux à avoir participé. Rien qu'hier soir, j'ai reçu autour de 200 messages. J'ai répondu à presque tout le monde. Hier soir, vous étiez à peu près une dizaine à avoir trouvé la bonne réponse. Ça fait 5% de bonnes réponses. Bravo à eux. Bravo aussi à tous ceux qui ont tenté leur chance parce qu'il y avait pas mal de choses très intéressantes. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont fait beaucoup rigoler. Donc, je les remercie aussi. Le grand gagnant, c'est Balade au fil des chemins qui m'a répondu le plus rapidement avec une réponse qui était complète. Bravo à lui ou à elle. Vous allez trouver maintenant la vidéo. Je remets quand même un petit peu le début de la vidéo pour que ceux qui ne regarderaient que cette vidéo puissent avoir l'introduction de la vidéo. La vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à avancer pour arriver au bon endroit. À la fin de cette vidéo, on va faire d'autres petits dépannages de plomberie autour de ce robinet parce qu'évidemment, il y a eu quelques problèmes qui se sont greffés à tout ça. Mais c'est pas plus mal, ça fait un petit peu des tips sur des dépannages de plomberie. Bonne vidéo à tous et à tout à l'heure pour la conclusion. Et salut les petits canards. Ce que je vais vous montrer sur ce robinet, c'est un truc relativement rare, d'accord? Et donc du coup, je fais un petit tuto parce que j'ai ma petite idée de comment essayer d'affiner le symptôme, en tout cas d'essayer de le faire repartir un petit moment. Ça, c'est un mitigeur, c'est pas de mauvaise qualité, hein, c'est gros et à la base. Bon, c'est un peu effacé, mais voilà. Celui-là, il marche très bien en mode eau chaude, d'accord? Et quand je le mets en mode eau froide, il a un faible débit. Alors que le bidet qui est sur le même réseau, lui, il a du débit. Et l'autre robinet, ici, il a du débit aussi. Eau froide, eau chaude. Spontanément, quand on ouvre un mitigeur comme ça, quel qu'il soit, hein, que ce soit un lavabo, que ce soit évier, que ce soit autre chose, il faut tout de suite penser au mousseur qui peut être bouché, complètement obstrué. Ça arrive de plus en plus parce que l'eau est de plus en plus calcaire. Et aussi, il y a de plus en plus d'impuretés dans l'eau. Ça, je le constate ces dernières années. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est un constat que j'ai fait. Mais là, c'est différent. Là, c'est pas le mousseur parce qu'on voit bien qu'en mode eau froide, il coule un petit débit. Et si je bascule en mode eau chaude, le débit est conforme. Alors pour ça, j'ai ma petite astuce. Première étape, j'enlève le mousseur. Ce mousseur, en fait, je l'ai changé il y a, je sais pas, je dirais 2 mois, 3 mois. D'ailleurs, j'avais eu beaucoup de mal à le revisser parce que le truc était pourri. J'espère que je vais pas avoir de difficulté à l'enlever et à le remettre. Ah, voilà, je savais que j'allais avoir des problèmes. Putain de filetage. Alors, pendant ce temps-là, je vais quand même vous montrer sous le lavabo comment sont les flexibles. Parce que dans ce cas-là, on peut penser à un flexible qui soit plié. Ça peut arriver comme ça quand cet univers-là est un petit peu chargé ou que par exemple on a un meuble à tiroir, le tiroir vient appuyer sur un flexible qui à la base a mal été placé par le plombier et mal serré par le plombier et donc du coup ça crée une pliure. Attendez, je vais essayer de mettre de la lumière, ça va être mieux. Bon voilà, avec de la lumière c'est mieux, on observe quoi? Un vieux mitigeur Grohe, bon il est encore en bon état, hein, pas de fuite dessous, c'est bien. Le petit écrou, des petites tiges rigides, là, ça se faisait beaucoup avant, et puis un flexible absolument basique qui vient jusqu'ici et qui est là raccordé au cuivre. Visuellement, là, j'ai pas l'impression qu'il y a un flexible qui soit problématique. Bon, j'essaie de vous montrer ma petite technique. Dans ce cas de figure-là, hein, d'accord? Alors, je vais me servir de la pression de l'eau chaude pour réinjecter de l'eau chaude sous pression dans le circuit d'eau froide, en espérant que s'il y a un bouchon qui s'est formé avec de la terre ou autre, que ça le bouge un petit peu et que potentiellement ça puisse solutionner mon problème. Pour envoyer de la pression avec l'eau chaude dans l'eau froide, parce que c'est bel et bien ce que j'ai envie de faire, eh bien la solution consiste à ouvrir le mitigeur en position médiane, c'est-à-dire un mélange d'eau chaude et d'eau froide, de l'eau tiède pour faire clair. Ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu l'efficacité de la chose, c'est ouvrir à proximité les robinets d'eau froide seulement. D'accord? Donc je vais ouvrir le bidet d'un côté et l'autre mitigeur que vous avez vu tout à l'heure. Là, je viens boucher avec ma main très fort et j'ouvre en position médiane. Là, il doit y avoir moins de 2 barres dans la maison parce que j'arrive à le boucher. Parfois, j'arrive pas à le boucher. S'il y a 3 barres, vous n'arrivez pas avec la main comme ça à le boucher. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un essai. On constate quoi? C'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Donc, on va refaire l'opération. Ah, c'est beaucoup mieux. Et puis ça se rebaisse. Allez.
Vous voyez, si je lâche ma main là, il y a de l'eau qui coule, hein, sous pression. C'est mieux. Et puis ça se calme. En fait, c'est vraiment le signe qu'il y a un amas de... Enfin, c'est une petite astuce pour en fait se servir de l'eau chaude pour envoyer dans l'eau froide. Certains d'entre vous vont peut-être me dire que la pression d'eau chaude dans le circuit, elle est à la même force que la pression d'eau froide. Et c'est vrai, puisqu'à la base, c'est la pression d'eau froide qui alimente le chauffe-eau qui ensuite vous la renvoie. Sauf que là, j'ai a priori dans le corps du robinet moins de pression sur l'eau froide parce que j'ai un bouchon, d'accord? Donc le fait de ouvrir l'eau froide à proximité de ce mitigeur, ça va avoir pour conséquence de diminuer encore un tout petit peu la pression dans l'eau froide qui est autour de ce mitigeur-là. Mais je pense que je le ferai pas, ça serait pareil, c'est dans ma tête, hein, peut-être, j'en sais rien, mais enfin je le fais, donc je le partage et je vous le dis. Et ensuite, par contre, eh bien, en ouvrant le mitigeur en position médiane, eh bien, on injecte de la pression qui est, vous le voyez bien, en sortie supérieure sur l'eau chaude que sur l'eau froide, et donc on vient remuer un bouchon. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas se reboucher rapidement, d'accord? Mais on l'a remué, ce qui permet de repartir pour un petit tour. C'est une petite astuce en passant, et voilà, c'est tout. Allez, je le fais une dernière fois pour essayer de constater. J'en ai un peu foutu partout, je n'ai pas bien appuyé. Si j'arrive à de bons résultats, eau chaude, eau froide. Là, évidemment, si j'ouvre l'eau froide, je perds un peu en débit, mais enfin, vous voyez bien que ça n'a plus rien à voir avec tout à l'heure. Hein? Bon voilà, c'est une petite astuce en passant. Mais je vais vous dire une chose, c'est très rare d'avoir ce cas de figure-là. Par contre, quand on tombe là-dessus, on peut être un peu déconcerté. Là, ce que je préconiserais de faire éventuellement, c'est de démonter complètement ce mitigeur, le souffler, le nettoyer, essayer de contrôler un petit peu les éventuels filtres qu'il peut y avoir à l'entrée du mitigeur. Mais somme toute, je pense que ce mitigeur, il a bien 20 ans et que peut-être il faut à le démonter, les frais de démontage étant là, démontage, remontage. Je ne sais pas s'il ne faut pas en mettre un neuf. Voilà. Mais là, vous voyez bien que, bon, elle était embêtée avec ça. Ben là, ça va aller. On va pouvoir se brosser les dents. Hein. Voilà. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Petite astuce en passant. Mes petits canards, on est de retour sur ce chantier. C'est le lendemain. J'ai d'autres bricoles à faire dans cette maison. En fait, c'est une maison où je fais de l'entretien et il y a plein de petits trucs à faire. C'est une maison qui a 45 ans, pour vous donner une idée, à la grosse louche, quoi, hein, je dirais. On va quand même jeter un petit coup d'œil parce que hier, je vous ai dit, ce robinet, est-ce qu'il ne faut pas le changer? Et en y réfléchissant, je me suis dit quand même, c'est dommage, on va le démonter. D'autant que certains d'entre vous pourraient penser que peut-être la cause de notre problème, là, c'est un clapet anti-retour. Parfois, ça arrive qu'il y ait des installations de lavabo ou d'évier sur lesquels les plombiers ont rajouté un clapet anti-retour. Je me demande même, et j'ai pas la réponse, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont d'ailleurs, s'il n'y a pas certains mitigeurs comme ça, particulièrement des anciens mitigeurs de marque, qui ont intégré au mitigeur des clapets anti-retour. Donc on va voir si à moindre frais, on ne peut pas faire 2-3 petits essais sur ce mitigeur pour essayer de comprendre d'abord la cause originale du problème et aller un peu plus loin dans la démarche. Ça sera le but. En fait, ça m'a motivé de faire la vidéo, d'aller un peu plus loin dans la démarche. Parce que là, a priori, ça marche. D'ailleurs, tiens, on est le lendemain matin, je vais te faire le test en direct avec vous. Vous voyez que là, c'est sec, hein? Je triche pas. Eau froide. Ah, ça marche bien. Hein? Pas de problème. Eau chaude. Ah, plus d'eau chaude quand même. Hein? Eau froide, eau chaude. Enfin, c'est pas le filet qu'on avait hier. Et sur l'autre, eau froide, eau chaude. C'est le même principe. Donc ça, là, une variation de débit entre l'eau chaude et l'eau froide sur l'ensemble des mitigeurs, ça veut dire que c'est de l'installation. C'est l'installation qui, en termes de débit, n'a pas été faite peut-être... Enfin, c'est un détail. Hein. Voilà, on a toujours plus de pression sur l'eau chaude que sur l'eau froide. Bon, bref. Là, le but, c'est d'aller un petit peu essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer parce que je ne veux pas vous laisser comme ça. Dans quel ordre je vais procéder? Petit 1, je vais couper l'alimentation en eau de la maison. Ensuite, je vais vidanger l'eau froide seulement et surtout pas ouvrir le circuit d'eau chaude. Ok? Donc, dans mon souvenir, il y a une vanne par là. Je pense que c'est celle-là. Ça, c'est la vanne générale que j'ai fermée. Le bidet en point bas, c'est très bon. Et là, ici aussi. Je laisse tout ça couler le temps qu'il faut et on se retrouve dans 5 minutes.
Ça a arrêté de couler, ici, là et là. Donc je suis bon, je suis allé chercher un petit bol parce que mon idée c'est d'essayer de faire ressortir des éventuelles saletés qu'il y aurait dans le corps du mitigeur en ouvrant l'eau chaude que pour l'instant je n'ai pas touché, d'accord? On peut imaginer qu'il y a encore un tout petit peu de pression dans le circuit d'eau chaude. Est-ce que ça sera suffisant? On va voir. J'y vois pas grand chose, je vais prendre une lumière. Oh, la réparation de fortune qui a été faite là. Tiens par contre, j'ai une fuite ici. Oh la loose. J'ai de l'eau. Oh putain, c'est pas vrai. On est content, on n'est pas venu pour rien. Tiens, allez, en passant, je vous redonne une autre astuce. Parfois, il arrive, alors c'est rare aussi, mais ça peut arriver. Il arrive, en général, on le voit visuellement. Mais parfois, non. Quand on serre comme ça un flexible sur une installation, on a tendance sur la fin, quand on serre, à faire tourner le flexible sur lui-même. C'est-à-dire que ça a tendance à tourner. Si vous le tournez trop, le flexible, vous lui créez une torsion là, sur sa longueur. Et cette torsion, il faut bien se dire qu'un flexible, c'est une nappe en inox autour et à l'intérieur, c'est rien d'autre qu'un petit tube en plastique souple. D'accord. En fait, si vous faites trop tourner le flexible sur lui-même, eh bien le tuyau à l'intérieur en plastique qui est très très souple va faire une torsion, un nœud, et puis une forme de nœud qui va faire que ça va soit réduire le débit, soit carrément le couper. Ça peut arriver. C'est pour ça que hier, je vous ai montré les flexibles vite fait pour que vous constatiez qu'ils étaient a priori pas en tension. D'accord, là on le voit. Mais c'est quelque chose qui peut arriver, donc je vous le dis au passage. Allez, je vous dis ça. Là, l'eau froide en bas. Et le joint caoutchouc, et il est sorti du flexible, il est resté sur lui là. Bon, c'est pas grave. Limite, il vaut mieux ne pas le toucher, mais je peux pas m'empêcher. Ah, qu'est-ce que j'observe là? Là, il y a un peu des merdouilles au fond du tuyau, mais il faut que je vous les montre. Bon, premier constat là. Je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer, mais dans le tuyau, j'ai un peu des dépôts. Bonjour, c'est le propriétaire. C'est du calcaire. Alors ça, je vais le mettre à côté parce que là, mon idée c'est la suivante. Voilà. Pas comment je vais faire pour me filmer, mais l'idée c'est de profiter du fait que dans l'eau chaude, j'ai encore un tout petit peu de pression. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le robinet d'eau chaude en position médiane, d'accord? Pour, encore une fois, envoyer de l'eau chaude dans le corps du mitigeur et en bouchant ici, forcer cette eau chaude à repartir par l'eau froide, donc c'est-à-dire redescendre ici et observer ce qu'on retrouve au fond. C'est pour ça que là je veux qu'il n'y ait rien dans le bac. Les saletés c'est derrière, hein, ok. Et voilà. Sauf que tout ça, il faut que je le fasse en vous montrant. Donc bon, je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver une solution. C'est compliqué de faire des vidéos sur YouTube. Et donc là, je bouche, d'accord. J'ai simplement à tourner ça en position médiane. Attention. Pourquoi ça s'arrête pas? Tant de pression que ça. Ça a coulé longtemps le chaude là. Hein. Bizarre. J'ai un dépôt au fond. J'ai quelques petits morceaux de calcaire. Mais c'est pas la panacée. Hein. Par contre, j'ai mis de l'eau de partout. Alors, attendez, je vais sécher d'abord. Bon, déjà, il n'y a pas de clapet anti-retour hein, du coup, sur ce mitigeur. Je vais mettre un autre type de récipient pour qu'il y ait moins d'eau qui coule autour. Ok, allez, on va se mettre là. On fait la même opération. Je bouche, position médiane, j'ouvre. Voilà, en fait, c'est le résidu de pression. Il est vachement important parce qu'il y a un étage dans cette maison. Donc en fait, l'eau chaude coule d'en bas. Ouais, encore des morceaux de calcaire. Je ne sais pas si vous allez les voir. Au fond, là. Quelques petits morceaux. Je vais donner des petits coups aux tuyaux rigides qui sont sous le mitigeur. Je vais faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et j'ai moins en moins de pression. Voilà, vous voyez au fond là les morceaux de calcaire. C'est pas énorme, hein? Alors maintenant, je vais vous dire mon ressenti et mon analyse de la chose. Je ne vais pas faire de jeu concours ce coup-ci, c'est bon. Je ne vais pas faire 12 vidéos. Le calcaire que j'ai trouvé à l'entrée du robinet du froid en bas, c'est-à-dire ces morceaux-là, qui sont ici. Ces morceaux-là, je pense qu'initialement, ils n'étaient pas à cet endroit-là, parce que vous avez vu qu'ils étaient simplement déposés à l'intérieur du tuyau, mais ils étaient dans le corps du mitigeur. Et le fait hier d'avoir fait l'opération de pousser de l'eau chaude sous pression dans l'eau froide, ça a eu pour conséquence de faire redescendre ces morceaux en partie basse.
Et c'est pour cette raison que j'ai retrouvé du débit. Là, en faisant la purge du mitigeur en ayant ouvert, j'ai récupéré un peu de calcaire là-dedans et là-dedans. Là, je vais faire le tri, je vais vider tout doucement l'eau pour qu'on regarde ensemble la quantité qui reste. Je vais le faire tout de suite. Avant ça, je vais peut-être tout rebrancher, là, comme ça c'est fait, mais après on va regarder. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la quantité du calcaire qui est ici et la quantité du calcaire qu'il y a dans ces deux bacs, eh bien, je pense que c'était ça l'explication du faible débit que j'avais. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que faire ma petite opération de pousser de l'eau chaude dans l'eau froide pour éventuellement déboucher. Parfois, si par exemple il y avait un clapet anti-retour, c'est ce qui peut aussi faire remarcher le clapet anti-retour. Parce que le clapet anti-retour, ça reste un clapet. L'eau calcaire qu'on a ici, c'est une catastrophe. Et donc ça finit par se bloquer. Il suffit parfois des fois juste qu'il y ait un petit mouvement dans l'autre sens pour redonner de la latence à ça. Et même si le clapet anti-retour il ne fonctionnera pas aussi bien qu'au départ, eh bien ça peut suffire à recréer un débit d'eau pour continuer un petit peu à l'utiliser. Donc je rebranche tout ça, on observe vite fait le calcaire et je conclue la vidéo. Je voulais qu'elle dure pas longtemps, mais finalement elle a duré longtemps. Allez, je vais réouvrir l'eau. Tiens, un petit constat du débit. Mitigé, eau froide, eau chaude. Ah, on a gagné en débit quand même, hein. Ah oui, on a gagné en débit, c'est indéniable. Hein. Maintenant, je suis content parce que d'avoir ouvert ce placard, ça m'a fait apercevoir qu'il y a une fuite. Et la fuite, elle est où? Elle est ici. Et je vais lui mettre un tout petit coup de serrage, mais je sais par avance que ça va pas marcher. Super, ça fait toujours. Allez, je vais chercher un siphon. Pour le sport, pour le geste. Allez, c'est bon. Allez, je vous mets vite fait. Je vous mets vite fait en accéléré pour la réparation de la fuite là-bas au bout, là. Enfin du scotch qui a été mis là, parce que vous voyez que là ici ça a été réparation formidable, voilà. Et le changement du siphon, parce que là c'est pas l'objet de cette vidéo. Ces siphons chromés après quelques années du calcaire, en fait ils sont indémontables, il a fallu même casser la collerette, là, l'écrou, pour pouvoir le sortir. Donc là effectivement le PVC il était mal collé, hein. Quand je l'ai un peu gansaillé à droite et à gauche, en fait il s'est décollé de suite. Donc c'était mal collé au départ. Je pense au support. Ici, là, je vais enlever les vieilles traces de colle le plus possible. Ah, j'ai une astuce pour vous, les amis. Vous voyez ce cutter? Alors deux choses. D'abord, ça c'est le cutter, ça ressemble en tout point au cutter Stanley. Vous savez quoi? À la fin de la vidéo, là, je vous donnerai un petit tips au sujet de ces cutters, ces gros modèles là qu'on utilise beaucoup dans le bâtiment. Honnêtement, en avoir qu'un, il faut avoir celui-là, c'est-à-dire le gros modèle avec les grosses lames. Dans pas longtemps, je sortirai une petite vidéo sur ça, là, sur ces lames noires. Bon, celle-là, elle est rincée, hein. Mais à la base, c'est les lames noires. Je vous dirai ce que j'en pense, mais en deux mots, j'ai l'impression que c'est plus fragile que les lames classiques. Et pour l'instant, je suis pas bien sûr que ça coupe plus. Alors, il faut que je fasse plusieurs essais avec plusieurs marques différentes. Je suis en train de le faire. Mais les premiers essais que j'ai fait, c'était pas concluant du tout. Je sais pas si vous utilisez déjà ces lames noires et pour quelles raisons vous les utiliseriez. Si jamais vous avez un avis qualifié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, pour le cutter, à proprement parler, je vais vous donner une astuce là, à la fin de la vidéo, parce que je viens de recevoir un truc, ça devrait vous faire plaisir. Je laisse sécher, je nettoie, je range, et conclusion de la vidéo. Ah oui, les cutters. Premièrement, avec ces cutters, voilà, là, j'ai acheté là récemment ces lames-là. J'essaie d'avoir des infos précises sur qu'est-ce qu'elles ont de différent. Et en fait, c'est très dur sur Internet de trouver vraiment s'il y a une différence en termes de qualité d'acier ou si c'est simplement une anodisation ou autre chose qui a été faite dessus pour nous faire croire que c'est beaucoup mieux. Pour l'instant, j'ai pas constaté que c'était mieux. Mais en même temps, j'ai fait qu'une marque. Donc, je vais faire d'autres marques. Et puis, je vous rendrai compte de ça. Et c'est pas ça dont je voulais parler. Par contre, on reviendra sur les lames noires. Hein. Parce que ce genre de truc là, ça me plaît sans me plaire. On vous vend ça comme une nouveauté incroyable et au final, on voit pas beaucoup de différence. Voilà. Cutter, ça fait bien longtemps que je n'achète plus
Même si je les aime bien a priori, Stanley. Hein, mais Stanley, c'est les fondateurs, les créateurs, les instigateurs de ce cutter-là. Ok. Cette forme-là, évidemment, il y a peut-être des toutes petites différences entre le Stanley et celui-là. Une chose est sûre, c'est que les cutters de cette nature-là, c'est-à-dire avec cette lame-là, qui est la lame de, je crois, 25 mm, qui est bien la lame de 25 mm, je viens d'aller vérifier, c'est ça qu'il faut utiliser si vous êtes un gros bricoleur. Oubliez les cutters avec des lames qui sont plus étroites. Là, je ne sais plus combien c'est, ça doit être 15, puis 10 mm. Oubliez ça, un cutter, ça fait partie, je pense, dans la caisse d'un artisan ou d'un bricoleur chevronné, ça fait partie des outils qu'on utilise le plus, je pense. Donc c'est important d'avoir un bon outil. Moi j'en ai testé plein de différentes sortes, avec différents types de verrouillage, et au final, je suis toujours revenu à celui-là, ce modèle-là, d'accord. C'est historiquement le modèle Stanley que je vous montre ici. Je le trouve parfait parce que je trouve que le serrage de cette goupille, il est suffisant pour assurer une sécurité, et il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Les cutters qui se recharge et se réamorce tout seul, ça marche bien 5 minutes et puis ensuite ça ne fonctionne plus. Pour moi, ça, c'est la combinaison parfaite de l'outil simple et efficace. Pour changer la lame, vous dévissez cette collerette pour passer au-dessus de ce petit téton jaune là, et puis vous avez votre lame qui sort avec le porte-lame. C'est basique à l'extrême, mais l'avantage de quelque chose qui est basique, c'est qu'en fait ça vieillit bien et ça fonctionne très bien. Quand on finit par avoir l'habitude de l'utiliser, très vite on l'ouvre avec une seule main même, on vient verrouiller la goupille pour pouvoir travailler en toute sécurité si on a besoin de la verrouiller. Et ça, c'est plutôt cool parce que, en fait, le temps, c'est important sur les chantiers. Ce modèle-là que je vous présente, il fonctionne très bien, c'est-à-dire que le serrage de la lame, je le trouve largement suffisant. L'ergonomie de la chose, elle est parfaite. Et pour tout dire, je pense qu'il est absolument calé dans le moindre détail sur le modèle Stanley historique. Je ne sais pas si c'est eux les fondateurs de ça ou pas, je dis ça, mais j'en sais rien, à vrai dire. Le fait est aujourd'hui qu'avec AliExpress, on peut trouver des produits qui, quand même, dans certaines applications, sont pas mal. Et pour revenir au cutter, je pense que le cutter, au-delà d'être un des outils les plus utilisés, en tout cas un des outils que j'utilise le plus, eh bien je pense que c'est un des outils que je perds le plus. Et quand je dis je perds, je pense peut-être des fois je le perds, mais il n'est pas vraiment perdu, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est sans doute pas voulu la plupart du temps, parfois oui, mais la plupart du temps ça l'est pas. Quand je suis sur un chantier où il y a beaucoup d'artisans, eh bien le cutter c'est quelque chose qu'on a peut-être tous aussi dans notre caisse et donc on a vite fait de se tromper. Même avec Vincent, des fois on se dispute les cutters, c'est-à-dire que j'ai plus mon cutter, je dis Vincent tu m'as volé mon cutter, et non c'est toi qui m'as volé mon cutter, enfin ça arrive tout le temps. Bref, tout ça pour dire que j'ai une grosse consommation de cutters, non pas parce que je les casse, mais parce que je les perds ou qu'ils disparaissent. Résultat des courses, j'ai refait une petite commande il n'y a pas longtemps, AliExpress from China, hein, parce que de toute façon c'est fabriqué en Chine, donc à un moment donné, si encore c'était fabriqué en France, ça me poserait peut-être un problème, mais voilà. Et ça, c'est du cutter. Alors, vous allez constater que c'est exactement les mêmes, peut-être à part la couleur qui a peut-être changé. La dernière fois, ceux-là, c'est un modèle AliExpress, hein, déjà. Et j'en ai commandé combien? J'en ai commandé 4. Ah, c'est ça que je pourrais offrir aux gagnants de la vidéo. Ah ouais. Ah ouais, je pourrais offrir un cutter aux gagnants du jeu concours que je compte faire sur cette vidéo. Ah, une très bonne idée. Bon voilà, ça je l'ai payé 4 € et des poussières, je vous mets là la page de ma commande. Et ce que je peux vous dire c'est que, bon bah, évidemment quand on le prend et qu'on le compare à l'autre modèle, on se dit qu'en fait les fabricants doivent tous utiliser les mêmes moules. La seule chose qui va changer c'est les petites inscriptions qu'ils vont mettre sur le bouton. Et c'est a priori le même caoutchouc sur l'un comme sur l'autre. Là qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a un truc magnétique là. Bon, je pense que ça sert à rien. Je sais pas si je l'avais sur celui-là, le truc magnétique. Non, là je l'avais pas sur celui-là, il y est sur celui-là. C'est pour ça qu'il est légèrement différent. Est-ce que le système de verrouillage c'est le même? Je vérifie juste le filetage avant de vous dire. Voilà, c'est exactement le même. Ça c'est exceptionnel. Voilà. Je peux pas mieux vous dire. Ça vaut 4 € avec une lame. Et honnêtement, je crois que ça fait partie de ces petites choses que c'est pas mal d'acheter comme ça. Voilà. Compte tenu du fait, encore une fois, qu'on les perd souvent, ces outils-là. Bon, si vous voulez retrouver le lien de cet article, eh bien, il sera dans la description de cette vidéo, évidemment, comme toujours. Et si vous avez un petit cutter avec une lame de 15 ou de 10 mm et que vous bricolez un peu, faites-moi plaisir, passez là-dessus. Vous serez même plus en sécurité avec quelque chose d'un peu plus solide qu'un petit cutter qui ne fera pas bien l'affaire, sur lequel vous allez du coup peut-être un peu plus forcer. Et du coup, c'est en forçant on prend des risques. Voilà. C'était mon petit tips de la fin de la vidéo. Bon, on va vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Je fais un petit dépannage là, de rien du tout. Je répare une tuile, change une tuile. Et je crois que j'ai un robinet extérieur avec la tête du robinet à changer. Et ensuite, je pars en week-end parce qu'on est samedi aujourd'hui. Alors docteur, comment ça marche?
Ah, j'ai plus la lumière. Bon, vous m'excuserez, j'ai plus la lumière. Bon, le but, c'est que là, j'ai plus de fuite ici. Et là, maintenant, j'ai une fuite ici. Ah là là, j'ai essayé d'avoir gansaillé la bombe pour changer le siphon. Et bien, du coup, ça m'a créé une fuite. J'ai les nerfs, les amis, j'ai les nerfs. Vous pouvez pas imaginer. Bon, c'est pas très grave. Donc maintenant, ma fuite, elle est ici, là. Vous voyez ? Et en fait, quand je l'ai dévissé l'ancien, là, il était tellement plein de calcaire que j'ai dû, pareil, en fait, le bouchon en caoutchouc, il a un tout petit peu bougé. Du calcaire qui s'est mis dedans. Et du coup, je me retrouve avec une nouvelle fuite. Donc, on va resserrer la bombe. Pour ça, j'ai ma petite astuce. Vous ne serez pas venu pour rien. Ma clé comme ça et je vais chercher le trou du trop-plein. D'accord ? Là, ça, je l'ouvre pour pas risquer de rayer la céramique. Et ensuite, je prends une pince multiprise. Je vais me caler ici comme ça. Là, j'attrape ça comme ça. Et là, je serre. Mais en serrant ça, ce qu'il faut veiller à faire, c'est tenir la bombe pour pas qu'elle tourne derrière, évidemment. Ok. Deuxième essai. Je sèche. Je prends un peu d'eau. Je reprends mon serrage. Je vais essayer de me mettre un tout petit peu plus bas. Avec plus de force. Voilà. Alors là, je mange un rare si ça fuit encore. Le sécher. Allez, là, c'est bon. Allez, ce coup-ci, c'est bon. J'aurais passé du temps au final sur ce truc. Bon, le détartrage du robinet de ce matin, je vais pas le facturer parce que je suis revenu pour me faire plaisir à moi. Et vous faire plaisir à vous, mais par contre, le recollage et le changement du siphon, ça, je vais être obligé de le facturer. Parce que j'ai quand même passé un petit peu de temps. Tiens, bientôt, on va changer le WC ici. On va changer le WC bientôt. Abonnez-vous si vous voulez voir le changement de WC. Un peu ancien, j'ai posé le Tupperware. Bon, petit canard, c'est la fin de cette vidéo. Ça aura été encore un petit peu long. J'espère que vous y avez trouvé de l'intérêt. Et j'espère aussi, comme toujours, que cette vidéo, dans quelques mois, quelques années, elle sera toujours là sur YouTube pour les gens qui auront ce problème-là et qui, sans doute, en tapant dans la barre de recherche de YouTube, j'ai l'eau chaude qui coule fort et l'eau froide qui coule doucement, tomberont sur ma vidéo, du moins je l'espère, et pourront se faire une idée de ce qui les attend et peut-être bénéficier de cette petite astuce qui est une astuce, bon, un peu de cochon parce qu'on ne démontre rien finalement, mais vous avez vu que sur ma première intervention, ça m'a pris 2 minutes que de boucher le robinet avec ma main, d'ouvrir et d'injecter de la pression et de remuer. Et à mon avis, si je n'avais pas démonté ce matin, ça aurait quand même marché longtemps. Parce que je pense que le bouchon de calcaire, c'est celui que vous avez vu qui a atterri en bas, en partie basse de l'installation, là où le flexible était vissé à l'installation en cuir. Voilà. Dernière chose, il y a un truc que je m'étais dit qu'il fallait que je vous dise et que j'ai oublié. Mais ça va me revenir. Ah oui! Quand vous bouchez avec votre main et que vous ouvrez, je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de pression dans cette installation parce que j'arrive à la boucher à la main. Ça arrive parfois dans les installs, le réducteur de pression est sans doute bien bridé. Si jamais vous avez plus de pression et que vous n'arrivez pas à la main à bloquer, vous mettez une serviette autour de votre main. Mais le fait de bloquer, même si ça va pchiter un petit peu de partout, eh bien vous allez quand même injecter de la pression dans le circuit. Et puis la serviette autour vous permettra de ne pas repeindre toute la salle de bain, et vous par la même occasion, mais ça va quand même marcher, d'accord ? Donc si jamais vous n'arrivez pas à bloquer avec la main, vous le voyez tout de suite, vous arrêtez, vous mettez une serviette autour de tout ça pour que ça absorbe un petit peu l'eau, et vous faites quand même l'opération, et normalement, sans outils, sans démontage, vous allez trouver cette solution. Mais encore une fois, c'est rare. Mais enfin, les choses qui sont rares, c'est celles qu'on ne trouve pas facilement sur YouTube, donc je suis sûr qu'un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui va m'envoyer un petit message en me disant « Écoute, j'avais exactement ce problème-là, j'ai fait ce que tu as fait, et ça a marché, un grand merci. » Et ça, mes petits canards, ça me fait souvent, très très plaisir. Vraiment, c'est un truc exceptionnel. Je trouve que la vidéo utilitaire sur YouTube qui rend service à quelqu'un un jour, c'est exceptionnel.
Bon, j'ai tout éteint. Ouais, allez, c'est bon. Maintenant, j'ai travaillé dehors. On va arrêter de dire des conneries. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. N'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit. Allez, bye.